Les révélations continuent alors que des millions de nouveaux documents liés au criminel sexuel Jeffrey Epstein ont été rendus publics fin janvier. Des élus américains ont pu consulter une version non censurée du dossier ce lundi. Sous la pression, la justice états-unienne a également dévoilé de nouveaux noms qui figurent dans le dossier. Mais alors, que révèlent ces documents non censurés et pourraient-ils un jour être accessibles à tous? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours en reportage à l'étranger pour un reportage qui sortira bientôt. Mais en attendant, c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour, disponible sur YouTube et en podcast audio sur toutes les plateformes. Alors on en parle régulièrement sur la chaîne. Jeffrey Epstein, c'était un criminel américain très influent qui a dirigé pendant des années un réseau d'exploitation sexuelle de jeunes filles mineures. Il a été retrouvé mort en prison en 2019 avant d'être jugé. La thèse officielle est celle d'un suicide, malgré des failles de sécurité qui ont été révélées la nuit de sa mort. Alors, suite à une récente loi aux États-Unis, des millions de documents ont été publiés par le ministère de la Justice, des documents qui ont été diffusés malgré les réticences de Donald Trump. Tout ça, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans 2 ou 3 de nos dernières vidéos. Si vous voulez en savoir plus, notamment sur les personnalités politiques françaises qui sont citées, je vous mets tous les liens directement en description. C'est aussi dispo en podcast. Mais alors, pourquoi en reparler aujourd'hui? Eh bien parce qu'une partie des millions de documents publiés par la justice reste censurée aujourd'hui par des lignes noires. C'est un procédé que l'on appelle du caviardage. La raison avancée, c'est le fait de vouloir protéger des victimes, même si vous allez le voir, il y a de nombreuses critiques dans la méthode précise. Mais depuis ce lundi, eh bien, plusieurs parlementaires américains ont pu consulter une version non censurée, le tout dans un cadre tout de même strictement contrôlé. Pas le droit de prendre en photo les documents, mais possibilité uniquement de prendre des notes manuscrites. Et cette consultation donc, elle découle de la loi qui a été votée, la loi qui a obligé le gouvernement des États-Unis à publier ces documents. Et selon ce texte, chaque caviardage doit être en théorie strictement justifié. Et c'est là donc tout le point. Légalement, certes, certains noms doivent rester cachés pour protéger l'anonymat et l'intimité des victimes, mais certains élus estiment que d'autres informations ont été censurées uniquement pour des raisons politiques. Et c'est donc dans ce contexte que des élus ont pu consulter des versions non censurées des documents afin de vérifier que le gouvernement n'avait pas excessivement censuré certaines informations. Alors selon Thomas Massie, qui est un élu républicain, donc du camp de Trump, et Ro Khanna, qui est un élu démocrate, au moins 6 hommes auraient vu leur nom caviardé sans qu'aucune justification ne soit apportée. Et ce mercredi, l'élu démocrate a finalement décidé de révéler ces noms à la Chambre des représentants, donc l'équivalent de l'Assemblée nationale. Il bénéficie au passage de la clause de liberté d'expression et de débat de la Chambre, qui lui confère donc une immunité contre toute responsabilité civile ou pénale, ce qui lui permet donc de révéler ces noms. Alors parmi les hommes cités, il y a le milliardaire Leslie Wexner, qui est un ancien dirigeant de la maison mère de Victoria's Secret, qui avait engagé Epstein pour gérer sa fortune. Il y a aussi le sultan Ahmed bin Sulayem, qui est le PDG de DB World, une entreprise de logistique qui est basée à Dubaï. Alors attention à ces documents, ils ne semblent pas a priori impliquer directement ces hommes dans les crimes sexuels de Jeffrey Epstein. Et donc certains se demandent pourquoi est-ce que l'élu démocrate a décidé de révéler ces noms. Eh bien l'objectif selon lui, c'est de prouver que la justice américaine a dissimulé des noms, je cite, sans raison apparente. Et donc en faisant cela et en divulguant ici quelques noms, l'objectif est de pousser le ministère de la Justice en quelque sorte à revoir sa copie et à révéler les autres noms qui ont été caviardés. Il a notamment déclaré, je cite, « Si nous avons trouvé 6 hommes qu'il cachait en 2 heures, imaginez combien d'hommes il dissimule dans ces 3 millions de documents. » Mais l'élu démocrate s'est également étonné du fait qu'une bonne partie des documents qu'il a pu consulter, dont ceux transmis au ministère de la Justice par le FBI, n'étaient pas des versions complètes. Autrement dit, alors qu'il est censé pouvoir accéder à des versions complètes et non caviardées, eh bien il a été étonné de voir des documents tout de même caviardés. En tout cas, en réponse à cette situation, eh bien il a déclaré, je cite, qu'il fallait donner au ministère de la Justice l'occasion de revoir sa copie et de corriger les erreurs, en faisant donc vérifier les documents par exemple par d'autres personnes, donc permettre de démasquer des nouveaux noms. De son côté, le ministère de la Justice affirme être, je cite, dédié à la transparence. Et depuis, comme on a pu le voir, certains nouveaux noms qui étaient autrefois censurés ont été révélés, tandis qu'à l'inverse, des pages ont été cachées après coup, la justice américaine mettant en avant des erreurs. Par ailleurs, c'est important de le noter, même si plus de 3 millions de documents ont été rendus publics, avec un certain nombre de noms masqués donc, le nombre total de pages dépasse les 6 millions. Certains élus estiment que le fait de n'avoir accès qu'à la moitié de ces documents est également un manquement à la loi sur le sujet. Ce mercredi, les élus démocrates au Congrès ont donc accusé la ministre de la Justice, Pam Bondi, d'étouffer l'affaire. Faut rappeler que Trump militait lors de la campagne présidentielle pour la diffusion de ces documents, avant de faire un virage à 180 degrés et estimer globalement
globalement qu'il n'y avait aucune affaire Epstein. Il est cité des milliers de fois dans les documents et l'amitié entre Epstein et Trump est désormais connue depuis longtemps suite à de nombreuses révélations de médias. Donald Trump de son côté affirme avoir pris ses distances avant sa mort. En tout cas, on risque très probablement d'en entendre parler dans les prochains jours avec donc ces consultations par des élus. En France, au passage, il faut noter que le ministre des Affaires étrangères a annoncé ce mardi avoir saisi la justice française pour lui signaler les faits présumés concernant un certain Fabrice Edan, qui est un diplomate français qui est cité dans les fichiers. Selon une enquête de Mediapart, il aurait notamment envoyé depuis son adresse mail des Nations Unies des documents et des rapports des Nations Unies à Epstein. On vous tiendra au courant en tout cas l'évolution de la situation et ça évolue assez vite, donc on vous donnera les dernières informations directement sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Blanche pour le reste de l'actualité et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec un point sur la météo. La tempête Nils touche la France depuis ce mercredi soir. 3 départements ont été placés ce jeudi en vigilance rouge, donc le plus haut niveau d'alerte. Il s'agit de la Gironde et du Lot-et-Garonne pour risque de crue et de la Savoie pour risque d'avalanche. Les habitants des zones concernées sont appelés à être vigilants et à limiter leurs déplacements. Ce jeudi matin, un chauffeur de poids lourd a été tué dans un accident à cause d'une chute de branches d'arbres près de Dax dans les Landes, où les rafales ont dépassé les 160 km/h dans la nuit. 900 000 foyers étaient aussi privés d'électricité ce jeudi, selon le gestionnaire de réseau Enedis. Les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine concentrent la quasi-totalité des coupures. Selon Météo France, cette tempête est d'une force peu fréquente. 27 autres départements sont en vigilance orange pour vent, pluie, inondation ou vagues submersion. La vigilance rouge aux crues est maintenue pendant la journée de vendredi en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. En tout cas, la tempête a pris fin jeudi matin dans le sud-ouest, jeudi soir dans les régions méditerranéennes et devrait prendre fin dans la nuit de jeudi à vendredi en Corse, selon Météo France, qui a lancé un appel à la prudence. Deuxième actu, la décision de la justice pour le procès en appel de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants du RN au Parlement européen sera rendue le 7 juillet 2026. Suite à l'annonce de cette date, qui était très attendue au sein du parti, Marine Le Pen a déclaré, je cite, que plus c'était tôt, mieux elle se portait. Cette date est considérée comme déterminante pour l'avenir politique de Marine Le Pen. Ce mercredi, dernier jour d'audience du procès, le parquet a requis 4 ans de prison, dont 1 an ferme, et 5 ans d'inéligibilité, ce qui pourrait empêcher Marine Le Pen de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. Elle a fait savoir qu'elle annoncerait ou non sa 4e candidature dès l'annonce de la décision d'appel, le 7 juillet donc. Dans le cas d'une inéligibilité, ce sera Jordan Bardella qui se portera candidat à sa place pour représenter le parti. Si vous n'aviez pas suivi, le Rassemblement national est accusé d'avoir détourné des fonds publics européens en rémunérant des assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour le parti, qui s'appelait à l'époque le Front National, et non pour les eurodéputés, tout ça entre 2004 et 2016. Lors d'un premier procès en mars 2025, Marine Le Pen avait déjà été condamnée à 4 ans de prison dont 2 ans ferme, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle est exécutée immédiatement, même si elle est contestée par la partie perdante. Troisième actu, je voulais revenir rapidement sur la fusillade qui a eu lieu ce mardi dans un collège-lycée au Canada et plus précisément à Tumbler Ridge en Colombie-Britannique. Ce mercredi soir, la police a ramené à 8 morts le bilan après avoir annoncé 9 morts la veille. Parmi les victimes, 5 enfants de 12 et 13 ans et une éducatrice de 39 ans. La personne soupçonnée d'être à l'origine de la fusillade est une femme transgenre de 18 ans, donc née avec un sexe masculin. Elle aurait également tué sa mère et son petit frère de 11 ans dans une résidence avant de se rendre au collège-lycée. 25 personnes ont aussi été blessées, dont certaines sont toujours entre la vie et la mort. Le mobile de la suspecte reste inconnu selon les autorités qui ont aussi déclaré s'être plusieurs fois rendue à son domicile par le passé pour des problèmes de santé mentale. Elle portait un fusil et un plus petit pistolet lorsqu'elle a été retrouvée morte sur les lieux de la fusillade en raison, je cite, d'une blessure par balle auto-infligée. Quatrième actu, les Français sont exposés à des niveaux trop élevés de polluants chimiques dans leur alimentation, selon la dernière étude de l'ANSES publiée ce jeudi qui a analysé plus de 250 substances potentiellement nocives. L'agence s'est notamment penchée sur l'acrylamide, un composé qui se forme lors des cuissons à haute température, comme la friture, et qui pourrait être cancérogène, ainsi que sur plusieurs métaux lourds comme le cadmium, le plomb, l'aluminium et le mercure. Concrètement, des augmentations de l'exposition à ces métaux ont été observées dans le pain, les biscuits sucrés, les viennoiseries et les pâtes. Il faut savoir que ces métaux se retrouvent dans l'alimentation, notamment parce qu'ils sont naturellement présents dans l'environnement et que certains domaines comme l'agriculture utilisent ces substances qui se retrouvent ensuite dans les sols, l'eau ou encore l'air. L'ANSES souligne que diversifier son alimentation permet de se préserver d'une surexposition à ces substances et surtout, elle n'interdit aucun aliment. Il faut surtout en fait faire attention à la dose des aliments consommés. Des progrès ont d'ailleurs été constatés. L'exposition alimentaire au plomb a diminué de 27% chez les enfants et de 49% chez les adultes par rapport à la précédente enquête. Pour l'acrylamide, les concentrations ont baissé dans les aliments les plus contaminés, notamment le café
fait ou il n'est plus détecté. L'ANSES appelle donc les autorités et les industriels à poursuivre leurs efforts. On vous a mis des liens en description si vous voulez en savoir plus. 5e actu qui concerne les Jeux Olympiques d'hiver qui ont actuellement lieu à Milan. L'athlète ukrainien Vladislav Eraskevich a été disqualifié des Jeux pour avoir refusé de renoncer à son casque orné de photos de sportifs tués lors des combats en Ukraine. On pouvait notamment voir sur son casque les portraits du patineur artistique Dmytro Charpar ou encore celui de Yeven Malichev, un biathlète de 19 ans. Tous deux ont été tués au combat près de Bakhmout et de Kharkiv, deux villes situées à l'est de l'Ukraine. En fait, le comité olympique lui a interdit de porter ce casque au nom de l'article 50 de la charte olympique qui bannit toute forme de propagande politique dans la compétition. À la place, le CIO lui a proposé ce mardi de porter un brassard noir, ce que l'athlète de skeleton, un sport d'hiver proche du bobsleigh, a refusé. Vladislav Eraskevich, qui était aussi porte-drapeau de la délégation ukrainienne, a notamment reçu le soutien du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le dirigeant a déclaré, je cite, « Son casque arbore les portraits de nos athlètes qui ont été tués par la Russie. Je remercie le porte-drapeau de notre équipe nationale aux Jeux Olympiques d'hiver de rappeler au monde le prix de notre lutte. » Après sa disqualification ce jeudi matin, l'athlète a déclaré sur ses réseaux sociaux que la sanction du CIO était, je cite, « le prix de notre dignité ». Et on termine avec cette actu, on a des nouvelles d'Anne, cette femme de 53 ans qui s'était faite escroquer plus de 800 000 € par un faux Brad Pitt dont elle était tombée amoureuse. Si vous n'en avez pas entendu parler, entre février 2023 et fin 2024, Anne de Neuchâtel pensait vivre une liaison avec l'acteur américain Brad Pitt alors qu'elle était en réalité la cible de brouteurs qui utilisaient l'IA pour la piéger. Si on en reparle aujourd'hui, c'est parce qu'Anne a décidé de porter plainte contre les deux banques grâce auxquelles elle a envoyé l'argent au faux Brad Pitt. Elle leur reproche un manquement à leur obligation de vigilance, notamment de ne pas avoir bloqué 18 virements aux libellés suspects comme Opération Mr. William Bradley Pitt pour 35 000 € ou encore Transplantation rein William Bradley Pitt Clinique Mayo Dr. IM pour 59 000 €. Elle souhaite donc être remboursée de ces sommes. Mais alors, que dit la loi ? Eh bien en France, les banques doivent rembourser les paiements réellement non autorisés, comme en cas de carte volée. En revanche, lorsque la victime a elle-même validé les virements comme Anne, ces opérations restent juridiquement autorisées et il n'existe pas de droit automatique au remboursement. Dans ce type de situation, la seule option est d'assigner la banque en justice pour tenter de démontrer un manquement à son obligation de vigilance. On suivra ça. Merci beaucoup Blanche pour ce résumé. Alors je serai toujours en voix off cette semaine puisque je le disais, je suis en tournage cette semaine pour un reportage qui sortira bientôt. Rendez-vous sur Instagram pour plus d'actualités, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.